tous, donc cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter en fait 10 films. En fait, je vais vous présenter donc les 10 meilleures scènes d'intro pour moi. Voilà, donc dedans en fait va y avoir, donc en fait c'est des séquences d'ouverture, dedans va y avoir un peu de tout. Donc de base j'étais parti, j'avais à peu près une vingtaine de films que je voulais vous présenter. Puis je me suis dit ça va faire une vidéo un peu trop longue, donc on va réduire à 10 et je vais essayer de prendre vraiment 10 films, on va dire avec des de genres différents. Euh, voilà, essayer de varier un peu le truc et de pas forcément sortir des films qui sont souvent cités pour avoir les meilleures ouvertures, les meilleures scènes d'ouverture. Donc j'ai essayé de trouver un mix un peu de films un peu à la fois on va dire récents, des genres un petit peu différents et en même temps des classiques aussi, des films que tout le monde connaît. Enfin un peu de tout quoi, j'ai essayé de mixer. Donc on est parti sur le premier film. Donc le premier film que je vous présente dans cette liste, enfin la première scène d'ouverture du coup c'est Lettre à une inconnue de 1948. Donc c'est un film de Max Ophuls, voilà, si vous ne connaissez pas, c'est un très très grand réalisateur. Superbe scène d'ouverture, noir et blanc évidemment pour l'époque. Donc on fait la rencontre, alors j'ai quelques notes avec moi. Euh, on fait la rencontre, alors je vous montre ça, voilà, j'ai mes petites notes avec. Euh, je vais essayer de faire cette vidéo un peu nature. Euh, donc ouais, on rencontre Stéphane Bren, donc voilà, on est en 1900, à peu près autour de 1900, à Vienne, donc du coup c'est tiré du roman de Stefan Zweig, Lettre à une inconnue, voilà. Donc ce film-là, il faut savoir, là je pars un peu dans tous les sens, mais ce film-là, je l'ai vu qu'une fois. Euh, je vous le conseille parce que c'est un vrai chef-d'œuvre, c'est poétique, c'est dramatique. Je trouve que l'histoire est géniale, voilà. Donc l'histoire en fait voilà, on va suivre le quotidien d'une femme. Alors ça fait un moment, ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai vu ce film, d'une femme qui est tombée amoureuse de cet homme qu'on voit du coup dans cette scène d'ouverture, qui est joué par Louis Jourdan, qui est un très très grand acteur français, qui a aussi joué dans un épisode de Colombo, qui est excellent d'ailleurs, qui se passe en cuisine. Il joue un chef du coup, cuisinier. Voilà, donc Louis Jourdan c'est le personnage principal et on va revenir en arrière en fait et on va suivre le quotidien d'une femme qui est tombée amoureuse de cet homme qui l'a jamais aimé et qui est on va dire tombée amoureuse de ce mec-là et qui en est aussi tombé un peu malade. Voilà, donc j'ai pas le film en tête exactement, mais en tout cas je vous le conseille parce que de souvenir c'était un véritable chef-d'œuvre. Donc cette scène d'ouverture elle est incroyable. On n'a pas de musique, en tout cas pas tout de suite, pas au début. Donc on suit ce personnage qui rentre chez lui, voilà, on est à Vienne comme je vous l'ai dit, début du siècle, il rentre chez lui, costumé, le haut de forme, donc le chapeau très classe, on sent que c'est un homme de pouvoir, on sait que c'est un séducteur, et en fait il rentre et il doit se battre en duel, donc quelques heures plus tard, euh, voilà, il est attendu pour un duel auquel évidemment on apprend dont il va pas faire part, parce qu'il n'a pas envie de s'engager là-dedans. Et donc du coup, il rentre chez lui, dans son appartement. Voilà, donc on le suit, la caméra reste, on va dire, à proximité, elle le suit, on le suit comme ça. Il dit bonjour à son domestique, il rentre. Jusque-là, rien de spécial, il y a quand même une ambiance assez mystérieuse, parce qu'en fait, il n'y a pas de musique, on entend juste la pluie tomber dehors. Donc on ne sait pas trop on sait pas trop à quoi s'attendre. C'est assez mystérieux mais on sent qu'il va se passer quelque chose, voilà, donc on le suit comme ça, il se dévêtit, il enlève ses vêtements, il va dans la salle de bain, il se lave le visage. Vous me direz jusque-là rien de spécial, c'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment la mise en scène qui fait beaucoup, le fait qu'il n'y ait pas d'utilisation de musique, je vous dis, ça crée quand même beaucoup de suspense, comme souvent. Euh, et en fait, d'un coup, voilà, on va lui donner, enfin je crois qu'il récupère une lettre que son domestique lui a remis, qu'il a reçue dans son courrier. Donc il prend cette lettre, et en fait il l'ouvre, et au moment où il l'ouvre, on a la caméra donc qui se rapproche de lui comme ça. Donc une espèce de travelling avant vers lui, qui je trouve être une très très bonne idée de mise en scène. On se rapproche de lui au moment où il découvre la lettre, du coup au moment où il découvre ce qu'il est en train de lire, les premières lignes. Et là on a une espèce de musique lancinante, comme un espèce de tambour comme ça qui tape. Et du coup, ça crée un effet un peu de choc qui correspond évidemment à son état émotionnel à lui, mais on ne sait pas ce qu'il est en train de lire. Et là, tout de suite après, donc du coup, on a un plan fixe comme ça sur le début de la lettre où on peut lire les premières lignes. Les premières lignes qui sont absolument magnifiques, que j'ai toujours en tête, que j'ai vraiment gardé en tête comme ça dans les films qui m'ont marqué. Je ne sais pas pourquoi, mais cette scène-là, elle est marquante. Et en fait, on lit les premières lignes et
qui commence avec quelque chose comme euh, By the time you read this letter, I might be dead. Voilà, ce qui veut dire au moment où vous lirez cette lettre, je serai peut-être morte. Et je crois que cette femme du coup dit aussi, elle continue avec, voilà ce qu'elle lui dit, c'est que elle a très peu de temps et que elle était à lui, elle était tout entièrement dévouée à lui, elle était complètement amoureuse de lui, quand lui en fait ne savait même pas qui elle était. Voilà, donc c'est ce qu'elle lui dit. On a une voix off et en fait, on a une voix off en fait à ce moment-là qui évidemment lit ce qui a été écrit. Donc c'est cette femme c'est la voix off de cette femme qui nous lit en fait les lignes qu'elle a écrites. Et ces lignes-là sont extrêmement marquantes. Sont extrêmement marquantes, moi, elles me sont vraiment restées en tête. Je trouve que c'est assez magnifique, surtout de commencer par By the time you read this letter, I might be dead. Je trouve que c'est très très fort avec la musique comme ça. On a vraiment une combinaison entre la musique, la pluie un peu dehors, et puis ces premières phrases qui sont choquantes et qui choquent aussi le personnage principal, qui ne sait pas d'où vient cette lettre, qui ne sait même pas qui est cette femme. Je trouve que c'est magnifique et c'est une façon très forte de commencer un film parce que tout de suite, nous, en tant que spectateurs, on se met complètement dedans, on se dit mais qui est cette femme, est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle va mourir, et comment elle en est arrivée là, comment elle a rencontré cet homme-là, et pourquoi lui ne l'a jamais connu. C'est ce qu'elle nous dit dans la lettre quand elle parle, puisqu'elle dit que voilà, vous m'avez jamais connu, moi j'étais entièrement dévoué à vous, et je savais qui vous étiez quand vous ne saviez absolument pas qui j'étais. Donc voilà. Donc pour résumer, ce film-là, je vous le conseille, et cette scène-là, je la trouve vraiment magnifique, je la trouve très très belle, voilà. Et donc du coup, c'est ma première scène d'ouverture que je vous conseille. Ok, c'est parti, la deuxième scène d'ouverture. Donc là, on change complètement de registre et puis on change complètement d'époque. De toute façon, là, le premier film, 1948, c'était vraiment le seul, on va dire, vieux film que j'avais dans cette liste. Donc du coup, le deuxième film que je vous propose, une des scènes les plus marquantes aussi que j'ai vues de toute ma vie. Je l'ai vu à l'école, je l'ai vu au lycée à l'époque, et je savais pas du tout, je connaissais pas le film. Je le connaissais de nom, mais je l'avais jamais vu. Et je pensais pas que ce film-là avait une scène d'intro aussi marquante. Donc c'est Il faut sauver le soldat Ryan, 1998 de Steven Spielberg. Alors il faut savoir que je n'ai jamais vu le film. Voilà, donc vous pouvez me jeter des pierres, enfin peu importe. Vous pouvez me critiquer dans les commentaires si vous voulez. Je n'ai jamais vu ce film, je le verrai peut-être un jour. Disons que ça m'intéresse pas forcément plus que ça, j'aime bien les films de guerre. Je crois que c'est pas tellement un film de guerre. En tout cas, cette scène d'intro là, là c'est typiquement un film de guerre, scène de bataille. Mais alors là, honnêtement, je pense que c'est la scène la plus réaliste que j'ai vue sur la Seconde Guerre mondiale et même tout court en fait. En général, c'est la scène la plus réaliste et la plus crue et la plus choquante que j'ai vue vraiment au cinéma. Que j'ai vu, enfin je veux dire, dans un film en général, scène de bataille, toute confondue. Parce que là, en plus, évidemment, ça se passe c'est le débarquement, donc je vous le fais voilà, rapide. En fait, c'est le débarquement, le D-Day en Normandie, 1944. Sauf que voilà, moi je trouve que c'est génial parce qu'en fait c'est une scène enfin c'est ce genre de scène là, on n'en a pas eu tant que ça dans l'histoire du cinéma. Il n'y a pas beaucoup de films qui ont dépeint aussi la réalité de ce qu'était le débarquement en Normandie. Et moi en fait quand j'avais vu cette scène, je m'étais dit, Spielberg, incroyable quoi, mise en scène parfaite, parce qu'en fait il nous plonge comme ça dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et de ce qu'a été le débarquement. Et c'est vrai que en fait on a vachement tendance à l'oublier, c'est-à-dire qu'on étudie la Seconde Guerre mondiale, on s'imagine comme ça des batailles, voilà, dans notre tête c'est assez soft, finalement on n'a pas trop d'idée de ce que c'est le champ de bataille et de débarquer, etc. C'est marqué dans nos manuels d'histoire, mais on ne sait pas vraiment ce qu'était la réalité du truc. Et là quand j'avais vu ça, ça m'avait choqué parce que c'est tourné de manière tellement réelle, les effets spéciaux sont tellement réels que vous avez vraiment l'impression que Spielberg il est remonté dans le temps, il a pris sa caméra, il est allé filmer en Normandie le jour du débarquement, quoi. C'est d'un réalisme absolu, d'autant plus que c'est quand même un film maintenant qui a plus d'une vingtaine d'années, mais c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment, je crois, la scène de bataille comme ça, scène d'action, d'intro qui m'a le plus bouleversé de tous les films que j'ai vus. Et c'est vrai qu'elle m'a extrêmement marqué parce que en fait c'est d'une violence réaliste qui est vraiment choquante presque, mais qui est incroyable. Donc je vous le fais vite fait, débarquement Normandie, tout de suite ça démarre, c'est à dire que voilà, caméra à l'épaule, pas de musique, on entend juste le bruit des bateaux comme ça qui se rapprochent,
Et on filme donc du coup, Spielberg nous filme directement les réactions de tous ces jeunes là, qui sont venus se faire tuer malheureusement évidemment en Normandie. Et en fait on les voit et c'est très très bien dépeint, c'est-à-dire on les voit tous vomir, on voit Tom Hanks évidemment qui relève comme ça la tête et il prend sa gourde et il a les doigts qui tremblent. On voit la terreur dans le visage de tous ces jeunes qui sont venus se faire tuer pour libérer la France. Donc c'est vraiment c'est extrêmement en fait j'ai le mot en anglais depiction mais c'est extrêmement bien dépeint en fait et la terreur et la souffrance presque psychologique avant de débarquer et la boucherie que ça a été une fois que ils ont débarqué et la vitesse à laquelle ça a été parce qu'on se rend pas compte, on imagine que le débarquement bon ils sont arrivés, ils ont fait non, c'était une boucherie totale dans les 30 premières secondes et c'est exactement ce qu'il y a dans cette scène, c'est-à-dire quoi. Donc on les voit arriver, plan dont je me souviens très bien, ils ouvrent la cale du bateau, très rapidement ils leur donnent leurs ordres en leur disant voilà vous dispatchez à tel et tel endroit. Au moment même où ils ouvrent la cale du bateau, il y a 3 tirs de mitraillette, les 3 premiers mecs qu'on voit devant se prennent une balle dans la tête direct, abattus, tout le reste ça saute dans l'eau. Mais vraiment ça m'avait marqué cette image de à peine ils ouvrent la cale, les mecs se prennent une balle dans la tête, c'est vraiment choquant. Et ensuite voilà, donc on les suit ensuite, en fait on va suivre toute leur progression, je crois que c'est une scène d'intro qui vous pouvez la voir sur YouTube, qui dure environ peut-être une vingtaine de minutes, et en fait c'est caméra à l'épaule, et donc on suit comme ça la progression des personnages principaux qui vont petit à petit en fait avancer vers du coup les bunkers ennemis qui sont en fait en haut des dunes. Voilà. Et en fait ce qui est génial aussi dans cette scène c'est qu'on ne voit jamais l'ennemi, on ne voit pas les Allemands, on voit juste en fait il y a juste des plans comme ça et travelling de côté sur les mitraillettes qui tirent. Donc on a vraiment je trouve que c'est une très très bonne idée de mise en scène parce qu'en fait on n'a pas juste le résultat du feu ennemi mais on voit jamais l'ennemi, on voit jamais les Allemands. On voit juste le résultat et ce qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, ce plan comme ça, où on voit les mitraillettes tirer, on se rend compte en fait de la fragilité de la fragilité des soldats qui étaient en bas en fait, puisqu'ils étaient vraiment en contrebas et c'était du tir au pigeon quoi. C'est-à-dire qu'ils tiraient sur tout ce qui bougeait et il y avait quasiment aucune chance pour ces soldats de s'en sortir en fait quoi. C'est ce qu'on se rend compte dans cette scène. Et donc voilà, on les suit. Et alors vous avez des trucs mais complètement dingues. C'est le débarquement quoi, sauf qu'on a vraiment l'impression d'y être, c'est-à-dire qu'on voit des mecs qui se font exploser les jambes, d'autres qui ont les tripes qui ressortent, des mecs qui ont des bras en moins, des mecs qui ont un bout de cerveau en moins, on a des corps partout, on a du sang partout, on a des tirs de mitraillettes qui n'arrêtent jamais, et voilà, à un moment il y a une espèce de pause un peu en slow motion comme ça, pour vraiment rentrer comme ça dans cette espèce de cauchemar en fait, c'est un espèce de cauchemar avec un bruit un peu assourdissant où je crois, il me semble que Tom Hanks regarde un peu autour de lui, il voit à quel point tous ses camarades en fait sont en train de se faire massacrer. C'est le massacrer, et encore c'est un mot qui est assez gentil, c'est une boucherie totale. Et donc en fait, il y en a qui a plus de bras, l'autre plus de jambes, l'autre, il y en a qui cherche sa jambe, l'autre, enfin voilà, c'est absolument affreux. Et, et pendant quelques secondes, en fait, le temps s'arrête, donc slow motion, on va dire. Euh, et du coup, c'est une très bonne idée de mise en scène parce que c'est vrai que ça donne du coup un côté où le temps s'arrête et on est à la place de Tom Hanks, du personnage principal, qui se rend compte de ce qu'il est en train de vivre et de ce qu'il y a autour de lui, quoi, qui est en fait un carnage absolu, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est une scène qui était importante dans l'histoire du cinéma parce que c'est vrai qu'elle marque beaucoup, elle est dure à regarder, mais en même temps elle rend vachement compte de la réalité de ce qu'a été le débarquement. Et je pense que c'est important parce que, notamment quand on enseigne l'histoire, je pense que malheureusement on a cette idée comme ça, assez grandiose du débarquement. Voilà, presque, ça serait presque musical un peu dans nos têtes, genre de se dire voilà, on a débarqué, les Américains ont débarqué, c'était beau, c'était une grande. Alors qu'en fait ça a été une boucherie totale. Je crois qu'on m'avait enseigné, il me semble qu'ils n'étaient pas censés débarquer comme ça et qu'en fait ils étaient vraiment débarqués, on va dire, à l'arrache et que du coup ils étaient censés arriver à des endroits où il n'y avait pas forcément les ennemis les Allemands qui étaient là et ils avaient dû débarquer du coup sur une plage où en fait c'était plein d'Allemands quoi, et genre, donc forcément tir au pigeon et ça a été une boucherie absolue quoi. Alors le troisième film, enfin la troisième scène d'ouverture que je vous propose c'est Gangs of New York, voilà, Martin Scorsese 2003 je crois. Vous avez DiCaprio qui est génial, vous avez
Également Daniel Day-Lewis, qui est incroyable, qui est dans un super rôle de méchant. Et vous avez Cameron Diaz aussi, je crois. Vous avez Howard Shore à la musique qui est absolument très très exceptionnelle. Alors, j'ai pas d'autres mots, ça correspond. Voilà, Howard Shore c'est un très très grand compositeur, mais alors là c'est vrai que soit le début, que ce soit la fin, toutes les scènes, enfin peu importe, en fait la musique colle exactement à l'ambiance et elle est vraiment elle est magnifique la musique, franchement il n'y a pas d'autres mots. Donc voilà, donc très très grand film, moi j'adore ce film. Mais c'est vrai que alors, la scène de fin est géniale, mais bon, on va pas en parler parce que je vous parle des scènes d'ouverture. Scène d'ouverture du coup, alors j'ai pris mes petites notes encore une fois, entre les catholiques et les protestants, voilà, grosso modo. Donc c'est, voilà, j'ai noté Irish Catholic et American Native Protestant. Voilà. Donc on a le groupe en fait de DiCaprio, du père, en fait on commence cette scène voilà, dans les espèces de voilà, dans les quartiers dans les quartiers de New York, mais du New York du 19e siècle, qui n'a rien à voir avec le New York qu'on connaît maintenant, entre donc du coup la bande on va dire de Daniel Day-Lewis, qui est un catholique du coup, non pardon, qui est American Native Protestant, voilà. Donc protestant, et le groupe de DiCaprio, dont le père, en fait c'est surtout le père, DiCaprio à ce moment-là est tout petit, il est jeune, c'est un gamin, et qui est lui un catholique du coup, donc c'est la bataille entre catholiques et protestants, je vais y arriver. Voilà, les Irish et je crois que le nom du gang de Daniel Day-Lewis c'est les Dead Rabbits, donc les lapins morts. Voilà, donc c'est l'affrontement en fait entre ces deux camps religieux quoi, entre les protestants et les catholiques. On commence avec cette scène là. Elle est incroyable cette scène parce que bah, en fait c'est pareil. Alors là je vous parlais d'une scène de bataille avec qui n'est pas vraiment une scène de bataille, il faut sauver soldat Ryan, mais là c'est une vraie scène de bataille, donc un affrontement entre deux camps opposés, ou deux idéologies différentes. Voilà. Daniel Day-Lewis contre le père de DiCaprio, qui est joué, je crois, par un acteur qui, il me semble, je crois que c'est l'acteur qui joue dans Harry Potter, qui joue Maugrey Folleuil, il me semble. Voilà. Donc on commence comme ça, sous la neige, voilà, une espèce de bidonville là, du New York, du milieu du 19e siècle à peu près. Il fait froid, voilà. On a une espèce de tambour comme ça, on les suit. On voit les deux camps comme ça se poster, avec les deux personnes, les deux chefs de camp, des clans qui comme ça se font face et qui vont se parler, voilà, pour défendre, on va dire, leurs idéaux. Chacun a ses totems, on va dire. Il fait froid, il y a de la neige. Bon, c'est Scorsese derrière la caméra, donc ça va envoyer du lourd. Et là, ça part. Et donc là, en fait, on a une espèce de pareil, des gros tambours au moment où ça démarre, ça fait pom 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 pom. Et donc en fait, on a les deux comme ça, on a une espèce de mouvement comme ça de caméra qui démarre du haut et qui passe comme ça au niveau, qui se rapproche comme ça des deux camps en fait, si vous voulez, qui se rejoignent, qui vont se rentrer dedans. Donc je trouve que c'est très très bon mouvement de caméra. Et donc après ça commence, donc pareil, une boucherie totale. Voilà, des oreilles qui partent en couilles, voilà, des coups de hache de partout, des coups de couteau, enfin voilà, c'est une boucherie totale. Il y a ce qui est assez beau d'ailleurs, c'est une violence assez graphique, mais en fait on a la neige toute blanche et puis on a comme ça la neige qui petit à petit, même assez rapidement quand même, se teint comme ça de rouge sang. Donc c'est magnifique en fait, je trouve. Et voilà, et en fait ça part dans tous les sens, voilà, machin. Donc c'est très très beau, la mise en scène est excellente aussi. On a aussi quelques ralentis de la part de Scorsese avec la musique comme ça qui tape comme ça de Howard Shore là, qui est vraiment très très bonne. Et on voit des jambes comme ça se plier. En fait on a une rythmique entre les mouvements des corps qui tombent et la musique en fait. Donc c'est extrêmement bien vu. Et puis on a Daniel Day-Lewis et du coup on va l'appeler Maugrey Folleuil, qui vont évidemment s'affronter, et je vous laisse voir qui va évidemment s'en sortir. Ok, le quatrième film, on va faire vite fait parce que bon déjà je parle beaucoup et
Et voilà, je sais pas à quelle longueur va être la vidéo, je voulais faire court, mais au final je pense que ça va être assez long. Donc le quatrième film, bon là on va passer vite fait, parce que c'est culte de chez culte et j'étais obligé de la mettre. J'aurais voulu peut-être mettre d'autres scènes que celle-là, mais je me suis dit, je suis obligé de la mettre. J'ai pas trop le choix, parce que c'est quand même une des meilleures scènes d'ouverture qu'on ait vues de ces 15 dernières années, je pense, peut-être même la meilleure. J'ai pas d'autres films, on va dire entre 2005 et 2020, qui ont une scène d'ouverture aussi marquante. Donc là, c'est vraiment un grand classique. The Dark Knight, Christopher Nolan, 2008. Scène d'ouverture de braquage, inspirée directement du hit de Michael Mann. Mais scène d'ouverture, j'ai envie de vous dire, très très intelligente, qui nous met dans la sauce tout de suite, qui nous révèle le Joker, et, euh, et qui est extrêmement efficace, extrêmement bien réalisé par Nolan. Pareil, le mix entre la musique et la mise en scène est comme souvent hein, au cinéma, on va dire que la mise en scène va souvent, une bonne scène, souvent, alors pas tout le temps évidemment, mais une bonne scène, notamment une bonne scène d'action, c'est souvent réussi quand il y a vraiment un très très bon mélange entre la musique et ce qu'on voit à l'écran. Et voilà, donc là c'est absolument le cas. Et puis c'est une très très bonne manière d'introduire le personnage du Joker. Je pense que Nolan a vraiment, c'est top notch. Ouais, je pense qu'il pouvait vraiment pas faire mieux pour vraiment nous faire rentrer dans le film. C'est sûr que c'est bien au-dessus de Batman Begins. Et d'ailleurs, cette scène-là, elle est 100 fois pour moi au-dessus de la scène d'ouverture qu'on a pu avoir dans The Dark Knight Rises, qui je trouve à côté est ridicule. Je trouve que cette scène avait un vrai sens. Cette scène s'inscrivait dans un, on va dire elle avait du sens parce qu'elle s'inscrivait dans, on voulait vraiment, voilà, on présente le personnage du Joker, ce qu'il est, et cette scène a du sens scénaristiquement. Là où je trouve que dans The Dark Knight Rises, la scène d'ouverture n'est là que pour être là en fait. Elle n'a pas de raison d'exister. Elle n'est là uniquement, elle ne sert pas le film, elle ne sert pas le scénario, elle est là uniquement parce que Nolan, à ce moment-là, commençait à nous faire du Nolan, c'est-à-dire vouloir faire quelque chose d'impressionnant juste pour le faire en fait. Alors que dans The Dark Knight, cette scène d'ouverture, elle est vraiment utile au film et elle est impressionnante. Voilà, donc les dialogues on les connaît tous, ce plan comme ça iconique du Joker qui attend son ride du coup, qui attend ses collègues là qui viennent le chercher, et au moment où la voiture arrive, il met son masque, il charge, après on a le plan dans la voiture, ça commence à charger les mitraillettes, on les voit arriver, mettre leur masque de clown. Enfin, c'est vraiment super efficace. Voilà, puis le braquage où tout le monde se fait avoir effectivement finalement par le Joker. Pour le film suivant, du coup, on va changer complètement de registre. C'est pas du tout pareil. On va passer dans l'horreur, film d'horreur, et on va passer sur du Dario Argento, qui est un de mes réalisateurs préférés, peut-être même mon préféré. Voilà, donc j'ai choisi un de ses derniers, on va dire, je pense que c'est son dernier super film. Voilà, je pense que à partir de cette période-là, de toute façon, il y a un consensus par rapport à ça, c'est-à-dire que Dario Argento, sa grande période, c'est 1970 jusqu'à 1985, et à partir de là, ça va commencer à fortement décliner en qualité. Donc moi, je considère que Phénoména, c'est son dernier chef-d'œuvre. Alors, objectivement, si vous voulez, c'est pas un chef-d'œuvre. Pour moi, dans mon cœur, c'est un film coup de cœur, c'est un chef-d'œuvre. C'est une œuvre, comme souvent chez Argento, c'est très poétique, c'est très onirique, c'est très spécial, et puis en fait ça ressemble à rien d'autre, et c'est ça justement qui est génial, c'est ce que fait Argento, on le retrouve nulle part ailleurs quoi. Alors voilà, les effets spéciaux, voilà, c'est un film d'horreur, un petit budget au final quand même, des cinémas italiens, pas un énorme budget, même si à l'époque Dario Argento avait quand même des moyens vu sa réputation. Il était quand même considéré comme un des maîtres du film d'horreur, mais je veux dire que c'était quand même pas des gros budgets, donc les effets spéciaux en plus maintenant ont extrêmement vieilli, on est d'accord. Mais moi c'est vraiment un film que je porte vraiment dans mon cœur parce que je trouve que c'est son film le plus poétique. Et en fait j'adore ce rapport qu'il a dans ce film-là, Argento, avec la nature, c'est tout bête en fait, mais avec il y a toute une histoire par rapport aux insectes, par rapport aux mouches dans ce film, si vous ne l'avez pas vu, donc je vous le conseille vraiment, regardez-le ce film. Mais on a tout un rapport avec le vent, comme ça, il joue toujours il y a des chimpanzés dedans, il y a des mouches, ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a tout un rapport comme ça avec la nature, avec les animaux que je trouve très beau en fait, très beau et qui est très original en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films où on voit ce genre de choses-là.
Film que je trouve ouais, d'une poésie exceptionnelle. Voilà. Jennifer Connelly dans le rôle principal, qui avait à l'époque devait avoir peut-être 13-14 ans, c'est un de ses rôles, je pense, qu'il a un peu lancé. Après, elle était un tout petit peu plus vieille euh, que dans Il était une fois en Amérique, où elle était un petit peu plus jeune, il me semble, c'était quelques années avant, ouais, 3-4 ans avant. Elle est excellente, Jennifer Connelly, toujours ce charme fou, à n'importe quel âge d'ailleurs. Mais là, c'est vrai qu'elle irradie l'écran donc voilà. Donc cette scène d'intro, très mystérieuse. En fait, j'adore cette scène d'intro parce que c'est vraiment une scène d'intro de film d'horreur. Voilà, il se passe un truc, il y a un tueur qu'on ne verra pas, et va y avoir un meurtre dès le début. Voilà. Donc, comme souvent chez Argento, il se passe quelque chose au début, et puis après, hop, intrigue policière, etc. Donc là, il n'y a pas énormément d'intrigue policière, mais il y en a une petite, mais c'est pas l'axe principal, c'est pas là où l'accent est mis dans le film, là, pour le coup. Mais voilà, on commence avec une scène de meurtre. Évidemment, on va dire c'est un film d'horreur. Et je trouve cette scène en fait, d'une beauté entre la mise en scène, encore une fois, et la musique de Claudio Simonetti. Donc écoutez-la, la musique, si vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez jamais écouté, c'est un super compositeur. Et donc en fait, on a une gamine. Donc voilà, on a un bus scolaire. Alors en fait, on est dans les Alpes suisses. Voilà, il fait pas très beau, il fait gris. On a les grands sapins comme ça. C'est assez. En fait, il y a quelque chose. On sent cette atmosphère, si vous voulez. Elle est extrêmement bien captée par Argento de mystère, de tension. Juste par cet environnement en fait qui est un peu flippant en fait quoi. On est au milieu d'une montagne, donc je vous dis on est dans les Alpes suisses, voilà, au bord d'une route, et on a un bus scolaire comme ça qui arrive, et on a une gamine du coup qui descend du bus scolaire. Ou non, alors attendez, je me confonds complètement. On a un bus scolaire qui arrive, on est effectivement au bord d'une route comme ça, une route très solitaire quoi. Et on a un bus de ramassage scolaire qui arrive, on a des gamins qui rentrent dans le bus, et évidemment on a une gamine qui arrive et qui est évidemment en retard, donc elle court, elle rate son bus, elle le rate, et voilà, donc le bus s'en va, on le voit s'éloigner petit à petit, et la gamine reste là, il y a le vent, il fait gris, il n'y a personne autour, c'est absolument désert évidemment, et c'est extrêmement anxiogène en fait. C'est très anxiogène, c'est très. On sent la tension, on sent que voilà, il va y avoir quelque chose. Évidemment, on le sait, mais je veux dire que c'est très très bien rendu à l'écran. Et alors, je trouve ce mouvement de caméra formidable. On a en fait la gamine du coup qui est perdue, qui sait pas quoi faire, et qui voit une maison, un espèce de chalet un peu plus loin, et qui se dit bah voilà, je vais peut-être prendre refuge là-dedans parce qu'il fait froid, parce que je sais pas où aller. Et en fait, au moment où elle est sur le côté de la route et elle va traverser pour aller au niveau, pour se diriger du côté où est le chalet et marcher dans cette direction, et au moment où elle traverse la route, on a la caméra comme ça qui pivote et qui la suit et qui pivote pour vraiment accompagner son mouvement de elle qui est en train de marcher du mauvais côté en fait, et je trouve que ce mouvement de caméra est extrêmement bien parce qu'en fait il nous donne vraiment la pleine mesure de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que à ce moment-là, cette fille elle passe, on va dire, du côté safe au côté voilà, elle va pas s'en sortir et où il va lui arriver un truc, et ce mouvement comme ça accompagne son mouvement de marche en fait, et il est extrêmement bien rendu. Et voilà, puis à la suite de ça, elle va se diriger vers le chalet, voilà, avec des plans comme ça en POV où on la voit, enfin on la voit pas elle, mais on voit ce qu'elle voit elle, on la voit se rapprocher comme ça du chalet, et à l'intérieur du chalet on a des plans avec une espèce des menottes en fait en fer qui sont attachées à un mur, et ça tape et ça tape, et en fait le tueur évidemment est là avec toujours ces plans comme ça à l'intérieur très sombres d'une personne qui est à l'intérieur du chalet, qui observe la gamine qui elle essaye de rentrer parce qu'elle sait pas où aller, elle a envie de rentrer, et le chalet c'est un petit chalet suisse qui paraît très safe comme ça d'extérieur, très cosy, et évidemment bah, le tueur va être là.
Mais je trouve que cette scène vraiment est d'une poésie exceptionnelle parce qu'en fait, vous verrez, il y a une musique dans cette scène qui est magnifique. C'est très onirique en fait, j'ai pas d'autres mots, c'est très onirique. Et du coup, cette scène est vraiment extrêmement poétique. Donc, on enchaîne avec la sixième du coup scène d'ouverture, sixième film. Donc, L'Impasse. Voilà, un de mes réalisateurs préférés avec Argento. Voilà, c'est mes deux réalisateurs préférés. Vous le savez, je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes. Donc, on a Argento et De Palma. Donc là, on part sur Carlitos Way, 1993. Donc, L'Impasse en français. Film exceptionnel, je pense que c'est le travail le plus abouti qui ait jamais fait De Palma. Voilà, je pense que c'est son meilleur film. Je dirais que du coup, c'est avec Al Pacino aussi qui jouait aussi dans Scarface. Mais je pense que là, on est un ton au-dessus peut-être en termes de mise en scène, de scénario et de profondeur des personnages qui est encore supérieur à Scarface. Même si je suis un fan absolu évidemment de Scarface, comme beaucoup de gens. Je pense que là, L'Impasse, c'est encore au-dessus sur pas mal de niveaux et je pense que c'est peut-être le meilleur travail de De Palma. Donc voilà, scène d'intro magnifique qui doit durer à peu près une dizaine de minutes, je pense, peut-être un petit peu moins, qui est quand même très très longue et qui est une scène absolument sublime, dramatique, où en fait, donc on suit comme ça, donc c'est la musique de Patrick Doyle, on est en noir et blanc et en fait on suit Al Pacino comme ça en lévitation, donc on a la caméra comme ça qui est au-dessus de Al Pacino, on le suit, il est dans un lit, vous savez les lits d'urgence, voilà, quand on emmène quelqu'un à l'hôpital, donc bah, on devine qu'il vient de se faire tirer dessus, voilà. Et donc en fait on démarre, c'est très très bon comme procédé parce qu'on démarre avec la fin du film où voilà il s'est passé quelque chose de très grave et on va remonter comme ça. Ensuite on va repartir au début pour suivre non pas l'ascension du coup de Al Pacino mais sa chute entre sa sortie de prison puisqu'en fait c'est un peu une suite en fait on pourrait dire c'est un peu une suite en fait du film Scarface en quelque sorte, puisqu'on retrouve Al Pacino finalement 10 ans plus tard, donc il a vieilli, c'est un caïd qui est à la retraite, qui a complètement... qui vient du coup de sortir de prison et qui a complètement abandonné ses activités de gangster. Voilà, il veut se retirer, il veut oublier son passé, il veut s'éloigner de ce qu'il a été avant, c'est-à-dire un tueur, un gangster, voilà, il veut oublier ça et juste mener une vie normale, faire voilà, de l'argent de manière légale et ensuite partir avec la femme qu'il aime et juste c'est tout et ne plus avoir aucun lien avec le milieu dont il était issu, le milieu de la pègre. Donc voilà, on démarre avec cette scène voilà, qui est vraiment très très bien vue parce qu'en fait on démarre avec la fin du film et on va remonter ensuite comme ça pour comprendre comment on en est arrivé là. Et la scène est magnifique, donc on a la caméra évidemment de Palma, on a toujours des mouvements de caméra dans ces plus grands films qui sont exceptionnels, hein. C'est comme Argento, ce sont des réalisateurs qui sont très visuels et qui nous offrent des plans de caméra comme ça qu'on voit nulle part ailleurs et qui servent en fait, qui sont pas là juste pour, si vous voulez, c'est ça la différence entre ces mecs-là et des réalisateurs un peu, on va dire, je vais dire un peu clinquants, c'est-à-dire des réalisateurs qui vont faire des super mouvements de caméra mais ça ne va pas servir le scénario, ça ne va pas sublimer la mise en scène, ça va juste l'alourdir et ça va être très prétentieux. Là, au contraire, on a un mouvement de caméra qui est très 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 compliqué, il n'y a pas de cut, mais c'est un mouvement de caméra qui est extrêmement bien venu euh, et qui sublime cette scène, qui sublime la mise en scène et c'est extrêmement bien vu. Donc en fait, on a la caméra, voilà, comme je l'ai dit, qui est au-dessus de Al Pacino, on le suit dans son lit d'hôpital, la caméra remonte et puis on a la musique en même temps avec le générique comme ça, avec le nom des acteurs qui passent comme ça devant l'écran et la caméra comme ça va tilter, elle va se tourner comme ça, elle va revenir dans l'autre sens et elle va rester au-dessus. Et on va voir en même temps les policiers qui escortent le lit et évidemment sa femme qui est juste à côté, qui est en train de le soutenir comme ça à côté. Et en même temps, on reste focus sur Al Pacino. Il a un style qui est exceptionnel. Al Pacino dans ce film, honnêtement, je trouve qu'il est extrêmement beau dans ce film. Voilà, les cheveux comme ça, les cheveux comme ça en arrière, la barbe et tout. Je trouve qu'avec le blouson en cuir et tout, je trouve que c'est peut-être la période dans tous ces films, je pense que c'est peut-être là où il a été peut-être le plus charismatique
Et c'est vrai qu'Al Pacino, c'est un acteur, c'est un des plus grands acteurs de tous les temps, c'est un acteur exceptionnel, mais je pense que ce rôle-là, c'est peut-être un de ses plus grands rôles, parce que je trouve que des fois, il a tendance à être caricatural, Al Pacino, notamment évidemment dans ses films, dans ces dernières années, où je trouve qu'il a des rôles où il en fait un peu des caisses, il fait trop du Al Pacino, et je trouve que là, il trouve le ton juste dans son jeu d'acteur. Il est extrêmement bien dirigé par De Palma et il trouve un rôle qui est encore plus exceptionnel que Tony Montana dans Scarface. Voilà, donc cette scène est juste sublime, elle est dramatique, elle va vous faire pleurer limite. Et encore plus à la fin quand on va savoir comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Alors du coup, bah, je pensais pas enchaîner avec ce film-là, du coup, dont je viens juste de vous parler, mais je suis obligé de le mettre. Donc, bah, on va enchaîner sur Scarface de Palma, évidemment. C'est un des plus grands films de gangsters de l'histoire du cinéma. C'est un film totalement culte. C'est un film qui est vénéré, on va dire, dans les banlieues. Mais finalement, juste titre, parce que c'est quand même un grand film de cinéma. Voilà. Après, le meilleur film de gangster, pour moi, ça reste largement Le Parrain 1 et Le Parrain 2. Même si ce ne sont pas vraiment des films de gangsters, ce sont plus des films sur la famille, justement. Mais voilà, donc là j'étais obligé de mettre Scarface parce que Scarface c'est un des films qui m'a fait aimer le cinéma quand j'étais gamin. C'était un film que je me repassais non-stop, quasiment tous les jours. Voilà, je connaissais les répliques par cœur. Mais cette scène d'intro, bah, elle est exceptionnelle aussi. Donc là on n'est pas sur du Patrick Doyle. Là le compositeur c'est Giorgio Moroder. Euh, en fait on démarre donc 1983 évidemment. Et donc on démarre pas avec Al Pacino, on démarre sur l'arrivée des bateaux de migrants, des ressortissants de Cuba, voilà, donc pendant la crise de Cuba sous Fidel Castro, voilà, et on nous explique ça en fait donc dès le début, voilà, et on a la musique de Giorgio Moroder qui est incroyable, qui est lancinante comme ça, qui vous tient aux tripes. Et elle fait très années 80 cette musique, mais elle n'a pas vieilli. Je me la repasse régulièrement parce que je trouve elle est exceptionnelle. Et tout en rythme comme ça, et on voit comme ça des images d'archives de Fidel Castro qui évidemment, alors je connais pas le contexte historique exactement, mais voilà, en gros, c'était la prise de pouvoir de Fidel Castro et il y avait beaucoup de gens qui se sont exilés, qui sont partis de Cuba pour immigrer aux États-Unis au début des années 80. Donc on démarre avec ça. Donc c'est un propos qui est quand même assez fort. Et j'adore l'utilisation de l'image d'archive avec Fidel Castro, le mélange avec la musique. Voilà. Et puis ensuite, cette évolution, on voit voilà, Fidel Castro qui voilà, dit barrez-vous grosso modo et partez, etc. si vous n'acceptez pas notre révolution. Et donc ensuite, on voit les bateaux de migrants comme ça qui arrivent par dizaines, qui sont remplis comme ça de gens. Voilà, qui vont chercher une vie meilleure aux États-Unis. Et donc c'est une manière très forte d'introduire, si vous voulez, un peu le personnage principal donc de Tony Montana, qui est un immigré cubain qui va arriver aux États-Unis et qui va s'immiscer très rapidement dans le milieu de la drogue et qui va construire un empire comme ça, petit à petit, qui va gravir les échelons et qui va construire un empire et qui n'est parti de rien et qui est un immigré cubain. Voilà. Et on démarre avec cette scène, voilà, donc avec voilà, les lettres comme ça en rouge sur un fond noir, c'est de très bon goût, je trouve que c'est très beau, c'est très fort. Je pense qu'à l'époque au cinéma, quand les gens ont vu ça, ils ont dû halluciner, ça a dû gueuler dans la salle tellement ça devait être génial, ça devait être tellement jouissif. Pour ça que des fois je regrette de ne pas être né dans les années 70-80. Quand on voit certains films, je me dis j'aurais adoré les découvrir pour la première fois au cinéma. Mais bon, c'est comme ça. Mais cette scène-là, voilà, générique comme ça, avec des images d'archives, la super musique de Giorgio Moroder, les lettres rouges champ comme ça et le fond noir, c'est magnifique. Alors il nous reste 3 films. Le prochain film, c'est Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Voilà, pareil. Alors, c'est pareil, mon chouchou, un de mes réalisateurs préférés, avec De Palma et avec Argento. Donc là, en fait, là, les films que je vous sors, c'est vraiment the best, quoi, le mieux qu'on peut trouver en termes de réalisation dans l'histoire du cinéma. Stanley Kubrick, Dario Argento, Brian De Palma, c'est culte. Voilà, donc là, Orange Mécanique, travelling arrière, scène d'intro, regard caméra de Malcolm McDowell dans cette première scène, dans cet univers futuriste complètement
complètement bizarre, complètement improbable. Et voilà, donc en fait on démarre sur un plan comme ça, sur les yeux de McDowell, qui a ce regard. C'est son plus grand rôle évidemment à Malcolm McDowell, et c'est dommage parce que c'est un réalisateur, pardon, c'est un acteur qui, je pense, n'a pas été assez employé après. Mais dans ce film-là, il joue Alex Delarge du coup, donc c'est tiré d'un bouquin euh, donc il joue voilà, un délinquant ultra violent dans un futur plus ou moins proche, où il y a de la violence, il y a des viols, il y a voilà, un peu partout, et tout est permis grosso modo. En fait, ce film-là est exceptionnel aussi parce que je trouve que c'est un film. Alors, c'est marrant parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, j'avais pas trop apprécié la première fois que je l'ai vu, je l'ai revu. Et en fait, c'est là le génie peut-être de Kubrick, c'est-à-dire que je trouve que l'univers qu'il nous présente est complètement réaliste, c'est-à-dire qu'on y croit vraiment. Il y a beaucoup de films où on nous présente un futur apocalyptique, voilà, où on essaye de faire quelque chose de très original et c'est pas du tout crédible. Là, limite, ça a peut-être vieilli, mais si vous voulez, c'est extrêmement crédible quoi, comme univers. C'est extrêmement crédible. Cette espèce d'univers un peu loufoque, ultra violent, qui ressemble vachement, qui fait en même temps très années 70, mais en même temps pas vraiment, et qui résonne beaucoup avec notre époque de maintenant. Donc je trouve que ça a à la fois un peu vieilli, mais en même temps ça vieillit dans le bon sens, et que du coup ça donne un côté peut-être encore plus déjanté à cet univers-là, à ce futur qu'on nous présente. C'est cette espèce d'époque qu'on ne peut pas vraiment définir, mais qui ressemble beaucoup aux années 70, mais c'est très très crédible. Donc même si ça a vieilli, finalement ça donne un côté encore plus, peut-être encore plus déjanté comme ça au film. Et donc voilà, donc on démarre sur ce plan, là, une espèce c'est un nightclub, quoi, c'est un club, c'est une boîte de nuit, mais très bizarre. Et on démarre sur ce plan, voilà, sur Malcolm McDowell qui, encore une fois, a ses plus grands rôles, mais qui a ce regard vraiment face caméra, mais complètement possédé. On ne sait pas s'il a pris de la drogue ou je ne sais pas quoi, mais il est complètement possédé. Il a un œil qui est légèrement maquillé comme ça, avec un petit coup de pinceau noir là comme ça, et il tient un verre de lait comme ça dans ses mains. Et on a une voix off qui démarre, une voix off qui est géniale. This is me and my three drugs, Alex, Dean, and voilà. Donc en fait, c'est le personnage de Alex qui nous présente ces trois drugs avec qui il est, donc ces trois acolytes. Voilà. Et la caméra comme ça recule, et la musique, ça utilise un espèce de synthé qui est extrêmement bizarre, qui est extrêmement déstabilisant. Unsettling, comme diraient les Anglais. C'est une ambiance très particulière. Voilà, une espèce de musique au synthé comme ça. J'adore parce qu'on démarre sur le logo de la Warner, avec cette musique comme ça qui démarre, et cette musique au synthé comme ça, et puis la caméra comme ça qui recule, et le regard possédé là, face caméra. Ça vous hante, ça vous traverse l'âme. Je trouve que c'est génial quoi. Et on a comme ça des espèces de statues qui sont comme ça posées dans ce bar le long en fait, très symétriquement. Et au fur et à mesure que la caméra recule, on prend la mesure en fait de l'environnement dans lequel on est. Et donc en fait les trois personnages sont donc Alex au milieu et ces deux ou trois Droogs qui sont à côté de lui. Ils sont tous complètement éclatés. Et la caméra recule et ça révèle évidemment l'environnement avec des femmes comme ça qui sont toutes nues, les jambes écartées, avec des verres comme ça d'alcool posés. Et voilà, donc on révèle comme ça l'environnement qui est complètement loufoque, qui est complètement barré. Et voilà, et la caméra recule, et là, on a cette musique comme ça, et le regard caméra, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, bah, voilà, c'est tout ce que devrait être une scène d'intro, c'est-à-dire ça vous percute dès le début, quoi. Allez, je sais pas si vous êtes toujours avec moi, il nous reste 2 films, du coup, bon alors là on est, voilà, les 4 derniers films de cette liste, c'est vraiment des grands classiques. Donc là maintenant, on part sur Blade Runner, Ridley Scott, 1982, Harrison Ford. Vous le connaissez tous ce film, voilà, c'est un des plus grands films de science-fiction de l'histoire du cinéma. Tout le monde connaît la musique de Vangelis, qui est exceptionnelle évidemment. Musique comme ça, pareil, au synthé. Ce qui est assez caractéristique, je crois, quand même, globalement, des films des années 80. Donc, scène d'intro, pareil. Alors là, c'est exactement comme le film précédent, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment un plan comme ça,
très précis. Ça vous prend la rétine. Donc on démarre sur le plan sur un œil, voilà. Et ensuite, donc, excusez-moi, il y a un cut, donc on démarre sur le plan d'un œil évidemment, et ensuite, boum, musique de Vangelis, tchac. Et on a le plan comme ça, la caméra comme ça qui survole Los Angeles du 21e siècle, mais un Los Angeles qui ne ressemble pas du tout à ce que au Los Angeles même de maintenant ou de l'époque. Voilà, Los Angeles futuriste avec des espèces d'immenses buildings, gigantesques buildings comme ça, un peu en forme de pyramide avec des espèces de cheminées d'usines, comme ça fume de partout. C'est un Los Angeles futuriste, c'est un Los Angeles pollué, avec évidemment des voitures volantes comme ça qui passent. Et on a la caméra comme ça qui survole, et on a cette musique que vous connaissez tous là de Vangelis qui est exceptionnelle. Franchement, c'est incroyable, et ça vous bouffe le cerveau, ça vous imprime la rétine visuellement, c'est incroyable. Puis à l'époque, imaginez-vous, déjà encore maintenant c'est exceptionnel, mais alors imaginez-vous à l'époque, quand les gens ont découvert ça, je pense que c'était quand même magnifique, c'était quand même incroyable. Je pense que ça devait être un choc à l'époque de voir quelque chose comme ça. Voilà. Il faut savoir que Blade Runner c'était un tout petit budget, mais ils se sont extrêmement bien débrouillés au niveau des effets spéciaux. Ils ont vraiment mis le paquet. C'est là qu'on se rend compte que les réalisateurs de génie, de toute façon Ridley Scott est un réalisateur très très visuel, mais c'est vrai que, alors là il n'était pas à son premier coup d'essai, il avait déjà fait Les Duellistes avant, qui est un film magnifique qui se passe à l'époque napoléonienne, au temps de deuxième partie de la vie de Napoléon, donc des guerres napoléoniennes. Mais voilà, là, coup de maître, là, Blade Runner, c'est vraiment son chef-d'œuvre absolu, peut-être avec Alien aussi. On termine donc le 10e film, enfin la 10e scène d'ouverture que je vous présente et que j'ai mis vraiment numéro uno, parce que c'est vraiment, je pense, une des scènes les plus vues, revues et les plus connues peut-être de l'histoire du cinéma. En tout cas, une des scènes d'intro les plus... le film est un immense chef-d'œuvre. Pour moi, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. 2001, l'Odyssée de l'espace, voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, mais voilà, 2001, l'Odyssée de l'espace, immense chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, son plus grand film, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, un des plus grands films de science-fiction, qui a influencé des dizaines et des dizaines et des dizaines de réalisateurs, qui a mis la barre tellement haut que personne n'a jamais dépassé ce film-là. Quand on essaye de faire un film de science-fiction, tous les réalisateurs se sont cassés la gueule, parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de faire un film sur l'espace, ils vont toujours chercher des concepts métaphysiques, philosophiques, peu importe. Et en fait, ils se tournent tous, encore très récemment Nolan avec Interstellar, et ils se tournent tous en fait vers ce qu'a fait Stanley Kubrick. Voilà. Mais la scène d'intro, voilà. Donc c'est exceptionnel. Voilà. Encore une fois, c'est comme ça qu'on devrait commencer un film. Donc on a le logo comme ça. Donc là, c'était pas à l'époque, Kubrick n'était pas sous contrat avec la Warner, c'était MGM. On a ce espèce de bourdonnement en fait avec le logo comme ça, MGM. Et derrière, le soleil, les planètes, la caméra qui se relève comme ça, en direction comme ça, vers le haut, en direction du soleil, et la musique classique, voilà, ainsi par les Zarathustra, exceptionnel, voilà, il fallait le faire, c'était pas fait à l'époque de mettre de la musique classique comme ça sur des images de l'espace. Alors aujourd'hui on va dire ouais, c'est pas exceptionnel, voilà, mais à l'époque, qui avait osé faire ça avant? Qui aurait pu penser que ça marcherait? Qui aurait pu penser que d'avoir ce mix entre musique classique et sur un film de science-fiction qui se passe dans l'espace avec aucun bruit, je parle des vaisseaux, etc., il n'y a aucun bruit, que ça marcherait aussi bien et que ce serait aussi impactant pour les spectateurs. C'est vrai que c'était un pari qui pouvait s'avérer casse-gueule, et Kubrick, le génie de Kubrick fait que par sa sélection de plans, par ses choix de morceaux de musique classique qu'il décide de mettre tout au long du film, ça donne une atmosphère comme ça dans l'espace qui presque métaphysique, philosophique, qui permet de nous plonger comme ça dans ce voyage aux confins de l'univers. Et voilà, c'est indépassable. De toute façon, ce film, c'est un must absolu, ça n'a jamais été dépassé, mais c'est vrai que cette scène d'intro, elle est juste incroyable, parce que on n'a jamais vu ça au cinéma avant, quoi. Je pense qu'à l'époque, les spectateurs, quand ils ont vu ça, ça devait être la folie, quoi. Et même encore aujourd'hui, moi je suis retourné le voir au cinéma il n'y a pas très très longtemps, et c'est vrai que j'ai trouvé ça toujours aussi génial, quoi. Parce que c'est tellement culte. Voilà comment commencer une scène
une scène de film. Voilà, comment faire une grande scène d'ouverture, bah, il suffit de faire ça, mais bon, encore faut-il être Kubrick pour commencer un film d'une telle manière. Donc voilà, 2001 l'Odyssée de l'espace, encore une fois, voyez, regardez-le, re-regardez-le si vous l'avez déjà vu, re-regardez-le si vous ne l'avez pas assez vu. Voilà, chef-d'œuvre absolu de l'histoire du cinéma. J'espère que vous regarderez tous les films que je vous ai cités parce que franchement, ils sont top. Et je pense que vous allez vraiment surkiffer toutes les scènes d'intro dont je vous ai parlé. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit quand même, et que ça vous gâchera pas le plaisir. Mais voilà, kiffez bien, regardez un max de films, et puis on se retrouve bientôt nous pour une nouvelle vidéo. Ciao.